Honorable assistance, bonjour. Donc, je tiens à remercier l'association LEDAB pour l'invitation. Et donc, je vais parler de l'impact du microbiote intestinal dans différentes pathologies et bien sûr aussi le rapport thérapeutique. Donc d'abord, comme définition, c'est quoi un microbiote? Le microbiote est un écosystème assez complexe qui fonctionne comme un organe à part entière. Il est réparti dans l'ensemble, donc dans l'organisme, mais il faut savoir que le capital de ces micro-organismes siège essentiellement au niveau de l'intestin. Donc, le microbiote intestinal, donc si on considère un sujet pesant 70 kg, le microbiote représente environ 2 kg. Il contient environ 100 000 milliards de micro-organismes, donc il contient autant de cellules humaines. Et il faut noter aussi que si on prend en considération les micro-organismes de bout en bout, ils représentent environ 25 fois la taille d'un génome humain. Ceci veut dire quoi? Ceci va nous donner une réflexion surtout sur l'importance donc des informations reçues par ce microbiote, de cette activité métabolique très riche. Et il faut savoir aussi que chaque bactérie assure une activité métabolique. Bien sûr, la répartition, il faut savoir que la répartition dans le tube digestif est variable, que la plus grande quantité de densité, de concentration de micro-organismes se situe au niveau du côlon. Il s'agit surtout de bactéries anaérobies. Par contre, au niveau tout ce qui est de l'estomac, au niveau donc du grêle, il s'agit donc la concentration, la condensation est moins importante. Il s'agit essentiellement de bactéries anaérobies qui nécessitent de l'oxygène. Donc il faut savoir aussi autre chose, que le microbiote intestinal est aussi un écosystème qui est dynamique, qui comporte donc des bactéries, des virus, des parasites, des parasites et bien sûr des archées. En ce qui concerne les bactéries, donc elles sont généralement partagées en deux types. Vous aviez tout ce qui est en rouge, les firmicutes, et les firmicutes en jaune, et vous avez aussi tout ce qui est bactériotède qui est plutôt en rouge. Et vous avez la partie centrale qui est représentée généralement par des actinobactéries et bien sûr d'autres bactéries. Donc il faut savoir qu'environ il y a 800 à 1000 espèces. Nous ne sommes pas tous, si vous voulez, égaux concernant notre microbiote. Vous avez 75 espèces qui sont généralement communes chez 50 sujets, 57 chez la moitié des patients, mais il y a 18 espèces qui sont généralement communes aux individus. Ceci représente à peu près, si vous voulez, si on compare ça par rapport à l'être humain, donc c'est vrai qu'on est différents, mais nous avons en commun une tête, des mains et des bras et bien sûr des pieds. Et il faut savoir aussi, donc cette étude, même si elle est ancienne, c'est que chaque microbiote a son code. Il y a un code qui le caractérise, et là vous voyez plutôt à gauche, vous avez 14 patients sujets, dont bien sûr le code de leur microbiote est différent. Donc on parle aussi de ce que l'on appelle un métagénome, qui est l'ensemble du patrimoine génétique. Donc nous sommes assez similaires, mais on n'est pas identiques. Et il faut noter deux éléments importants concernant le microbiote, c'est son action dynamique et aussi il est caractérisé par cette biodiversité. Bien sûr, comment on va acquérir ce microbiote? Généralement, bien sûr, ce dernier est acquis. Donc, nous avons d'abord la période néonatale. In utero, donc le fœtus est généralement stérile. Et bien sûr, il va rencontrer le microbiote externe en passant cette fois-ci, si vous voulez, lors de l'accouchement. Et qu'il s'agisse d'un accouchement par voie basse ou par césarienne, là, bien sûr, les acquisitions vont être différentes. Quand il s'agit d'un accouchement par voie basse, donc le microbiote va être en contact avec les micro-organismes du vagin et celui des selles. Par contre, quand il est, si vous voulez, quand l'accouchement se fait par voie plutôt césarienne, qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir, si vous voulez, il va y avoir l'acquisition, c'est soit avec la peau, c'est-à-dire de la parturiente, et également en fonction du microbiote de l'environnement, c'est-à-dire au niveau de la salle d'accouchement. À côté de ceci, il y aura aussi, si vous voulez, d'autres éléments qui vont intervenir, c'est-à-dire que en fonction que l'enfant, le nourrisson soit nourri au sein
ou au lait maternel, en fonction aussi qu'il y a une prise d'antibiotiques, et également, bien sûr, qu'on vit en ville ou en campagne. Donc, si on veut, ce premier contact, il va y avoir comme une empreinte sur, si vous voulez, le microbiote. Et bien sûr, plus il y a si vous voulez, des acquisitions ou des altérations assez précoces qui expliqueraient certaines maladies qui apparaissent un peu plus précocement que, bien sûr, d'autres. Ce microbiote chez le nouveau-né va, si vous voulez, évoluer. Il va évoluer ensuite, si vous voulez, il va évoluer jusqu'à 6 mois. Et là, bien sûr, va rentrer l'allaitement, la diversification alimentaire. Et il va se stabiliser généralement vers 3 ans. Maintenant, quels sont les facteurs qui influencent? Vous allez avoir des facteurs génétiques, des facteurs aussi d'environnement. Donc, tout ne va pas s'arrêter uniquement à la période néonatale. Vous allez avoir d'autres paramètres qui vont avoir un effet sur les microbiotes, notamment l'alimentation, la prise d'antibiotiques, le rôle du tabac et bien sûr aussi, donc non seulement les antibiotiques, mais aussi d'autres médicaments qui sont impliqués. Le fait aussi de vivre en ville urbaine ou bien sûr en campagne ou en ville va influencer. Donc tout ceci va avoir donc un impact sur le développement du microbiote. Et là, bien sûr, vous avez des exemples. Quand on prend des antibiotiques, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir une diminution de la diversification qui va revenir à un état, si vous voulez, normal. Mais s'il y a une répétition dans le temps donc de la prise des antibiotiques, cette dernière, donc elle va diminuer. Nous sommes différents. Il y a certains sujets qui, ce qu'on appelle, c'est un phénomène donc de résilience. Donc nos résiliences sont différentes. Il y a certains sujets qui reviennent à un état initial après après la baisse de la diversification. D'autres, bien sûr, vont plutôt la perdre et par conséquent avoir des conséquences sur plus tard. Là aussi, vous avez l'apport de l'alimentation en comparant donc 2 groupes d'enfants vivant en Afrique, en Burkina, et vous voyez ici, et ceux vivant en Italie, en Europe, et on voit là qu'en fonction que l'alimentation donc soit différente, donc la composition donc en bactéries, en micro-organismes va être différente. Et donc pour compliquer tout ça, vous allez voir aussi la génétique. On avait parlé tout à l'heure tout ce qui est antibiotiques, environnement, et on avait vu aussi avec le facteur de la génétique. Donc la génétique là aussi va venir moduler notre microbiote. Et donc ceci, bien sûr, cette agression, et donc ce qui fait, il va y avoir un effet potentiel du microbiote maternel qui va être altéré sur l'enfant. Donc cette agression environnementale va se transmettre de génération en génération et s'aggraver, ce qui explique que certaines maladies vont vont apparaître assez très tôt dans l'enfance. Maintenant, quel est le rôle du microbiote? Donc ce dernier intervient donc dans l'homéostasie métabolique. Ça reste bien sûr, il agit comme en étant un acteur majeur en santé humaine. Il nous protège donc contre les pathogènes. Il permet de synthétiser certaines vitamines, la vitamine K, B12 et la vitamine B12. Il permet aussi il a aussi un effet promoteur dans l'angiogénèse, Il participe aussi à la régulation de la prise alimentaire, la régulation de la glycémie, la prise de poids, la fermentation. Et il permet aussi de moduler le système nerveux grâce à cette action axe cerveau-intestin. C'est grâce aux connexions multiples nerveuses au niveau de l'intestin qui est assimilé à un troisième, si vous voulez, cerveau. Et donc ces molécules microbiennes, donc tous sont issus, vont avoir donc des actions et même des actions, si vous voulez, à distance sur, bien sûr, d'autres organes. Il faut savoir qu'un sujet qui est normal, donc il y a un équilibre donc de son microbiote entre les facteurs, entre les bactéries pro-inflammatoires et anti-inflammatoires. Et en cas
cas de déséquilibre, donc il y a la bascule qui va, si vous voulez, basculer. Et là, vous voyez, si vous voulez, cette plaque qui résume les différentes fonctions, c'est-à-dire dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le métabolisme, il y a la barrière, il y a l'immunité, il y a donc, si vous voulez, cette action cerveau et intestin. Et par conséquent, il faut savoir que cette faible diversité du microbiote est caractéristique de maladies qui vont être associées à une dysbiose. Et ces maladies, ce n'est pas juste les maladies digestives, c'est-à-dire les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, le syndrome de l'intestin irritable, mais il y a d'autres maladies, notamment bien sûr les maladies métaboliques, le diabète, l'obésité, la NASH. Vous avez aussi certaines infections à Clostridium difficile et également, et ça va aller encore plus loin, c'est-à-dire au niveau du cerveau, pouvant expliquer l'autisme, la dépression, la sclérose en plaques et certaines maladies dégénératives. Quelques exemples qu'on comprend pendant la physiopathologie de la dysbiose et l'obésité. Là, bien que les généticiens continuent quand même à chercher et traiter chez les hôtes, pouvant rendre compte de risques de survenue de l'obésité et des données s'accumulent encore sur ce rôle significatif. Et là, donc, on voit donc sur ce schéma, c'est-à-dire le transfert de microbiote de souris obèses est responsable de déclencher, si vous voulez, une obésité chez des souris qui sont plutôt minces. Donc, comment ça agit sur le plan, comment ça se résume sur le plan pathogénie. Donc là, vous avez la différence du biote en fonction du microbiote intestinal en fonction d'un sujet non obèse et un sujet obèse. Qu'est-ce qui se passe? Donc, il va y avoir une baisse de la diversification microbienne, il va y avoir une augmentation de la perméabilité intestinale, et donc, ça va entraîner une diminution aussi, une augmentation de l'insulinorésistance, une augmentation des lipopolysaccharides, et bien sûr, ce qui expliquerait aussi le risque aussi de stéatose, etc. Et bien sûr, ces anomalies-là aussi vont avoir aussi un signal au niveau nerveux, ce qui expliquerait aussi, si vous voulez, certains comportements anormaux, à savoir la dépression, l'anxiété, etc., la diminution de la concentration. Maintenant, quant aux maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, que vous connaissez tous, donc je ne vais pas, si vous voulez, ici m'attarder. Il faut juste savoir si un petit rappel concernant la pathogénie. On sait que la pathogénie des MICI est multifactorielle, donc il y a une activation du système immunitaire gastro-intestinal inapproprié vis-à-vis du microbiote, toujours vous le voyez qu'il est au centre, chez des sujets génétiquement prédisposés, si vous voulez, génétiquement, sous l'influence de facteurs d'environnement. Donc, on voit quand même la complexité. Et qu'est-ce qui se passe, si vous voulez, en cas de MICI? On parle donc de dysbiose. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir une des bactéries représentatrices majeures des firmicutes qui est déficit chez ces patients, c'est le Faecalibacterium prasinthisi, avec son équipe. Et il y aura plutôt, cette fois-ci, une augmentation plutôt de d'autres, si vous voulez, cette homéostasie intestinale. Si vous voulez, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir de l'autre côté plutôt une augmentation de protéobactéries, notamment les entérobactéries, l'augmentation de l'Escherichia coli, qui semblerait responsable aussi dans le déclenchement aussi ou le maintien des poussées. Donc, si on doit résumer dans la rectocolite ulcéro-hémorragique, donc qu'est-ce qui se passe généralement, si vous voulez, ces anomalies surviennent, c'est-à-dire les interventions où cette dysbiose survient un peu plus tardivement, à la différence dans la maladie de Crohn. Donc, ces anomalies cette dysbiose, va apparaître un peu plus précocement, généralement lors des premières années de vie. Et maintenant, on a fini par les différentes pathologies. Maintenant, on va sur le plan thérapeutique, c'est-à-dire cibler le microbiote intestinal dans un but thérapeutique. Donc, il y a plusieurs armes. Vous avez les probiotiques, donc qui sont des micro-organismes vivants dont le mode d'action est partiellement connu, permettant de restaurer un microbiote normal. Vous avez aussi les prébiotiques, c'est-à-dire que on va donner on va nourrir, si vous voulez, ces micro-organismes, et
ça, c'est représenté par des fucogalacto-oligosaccharides, de l'inuline, et généralement, ils agissent généralement en symbiose. Et il y a aussi une autre alternative, c'est les si vous voulez, biotiques. Les postbiotiques, c'est plutôt donner, si vous voulez, c'est donner des molécules qui sont fabriquées par ces micro-organismes, et aussi, bien sûr, l'apport de la transplantation fécale, qu'on verra, si vous voulez, de façon différente. Donc, cibler le microbiote intestinal dans un but thérapeutique revient. Donc, je vais d'abord commencer concernant les antibiothérapie. L'antibiothérapie, la biothérapie, donc, ne sont pas avoir un effet parce qu'elle va, si vous voulez, elle doit être indiquée, sauf quand on est sûr qu'on a une pilulation microbienne. Donc, celle-ci doit être documentée. Sinon, la donnée comme ça, elle risque, si vous voulez, d'entraîner encore le déséquilibre de notre microbiote intestinal. Quant à l'apport des probiotiques, généralement, si vous voulez, les probiotiques, si vous voulez, n'ont pas montré une efficacité assez importante, mais ce qui est apporté, si vous voulez, en perspective, c'est surtout de sélectionner un probiotique de nouvelle génération, c'est-à-dire c'est un probiotique qui est plus spécifique. Généralement, c'est le Faecalibacterium prausnitzii qui est généralement qui est bas dans les maladies inflammatoires chroniques. Donc l'idéal, c'est plutôt de donner ce dernier pour, si vous voulez, essayer d'améliorer le microbiote dans les MICI. Quant à la transplantation fécale, ça reste assez drastique, et donc c'est le transfert d'un microbiote sain vers un microbiote, si vous voulez, transférer, si vous voulez, le microbiote sain vers un microbiote anormal. Donc, ce qu'il est retenu, selon bien sûr les recommandations de l'AGA, qui ont été résumées au cours de ces journées, les francophones 2025, il faut savoir que la transplantation fécale est efficace pour prévenir les récidives des infections à Clostridium difficile. Ça reste aussi le traitement d'appoint des infections sévères à Clostridium difficile qui n'ont pas répondu à un traitement par antibiothérapie efficace. Concernant son apport chez les patients qui sont immunodéprimés, quand il y a une immunodépression sévère, donc c'est une évaluation qui se fait au cas par cas. Par contre, le rapport dans les MICI, ça relève plutôt d'essais cliniques, et bien sûr, la transplantation fécale n'est pas recommandée dans le syndrome de l'intestin irritable. Maintenant, donc en résumé, comment moduler le microbiote intestinal dans les MICI? Donc les études avec les probiotiques pour équilibrer la dysbiose et diminuer l'inflammation donc sont assez décevantes. Seuls, vous avez 2 essais chez l'adulte qui ont montré l'efficacité du VCL3, qui est un mélange de probiotiques dans la prévention de la rechute de la pouchite, et 2 essais en pédiatrie sur la maladie de Crohn qui ont montré quand même une petite efficacité du lactobacillus sur la prévention et la rechute, mais dans l'effet à long terme, donc, et ne permettait pas de maintenir l'effet à long terme. Une autre stratégie, bien sûr, serait aussi de cibler les voies métaboliques altérées dans les MICI, notamment donc, agir sur la voie des récepteurs des métabolites du tryptophane. Le microbiote peut être utilisé pour améliorer aussi la réponse, comme cela est indiqué en cancérologie, notamment donc une étude a ainsi montré que plus la diversité microbienne est élevée et meilleure sera la réponse aux biothérapies par ADA ou infliximab. Enfin, l'avenir serait peut-être dans la manipulation du microbiote lors d'une petite fenêtre d'opportunité, c'est-à-dire dans l'enfance. Et quand on avait vu que pendant cette période-là, c'était un microbiote c'est une période où le microbiote est malléable. Et en conclusion, donc, je dirais que le microbiote intestinal joue un rôle crucial dans la santé digestive et générale. Il permet de maintenir un équilibre pour prévenir et gérer certaines pathologies, aussi bien digestives qu'extra-digestives, qu'une utilisation prudente des antibiotiques et des stratégies thérapeutiques ciblées vont aider à restaurer cet équilibre et améliorer la santé intestinale. Et dans les perspectives futures, pourquoi donc aller vers un traitement adapté au profil, on parle depuis ce matin de la médecine personnalisée, c'est-à-dire un traitement adapté au profil du microbiote, mais qui reste quand même assez difficile à obtenir, et aussi peut-être agir
agir sur l'action intestin et cerveau. Et je finirai par, si vous voulez, cette petite plaque. Donc l'important, c'est donc de protéger notre microbiote, donc de lui donner les bonnes choses, donc des fruits, des légumes, des produits fermentés, assurer bien sûr une activité physique et par contre éviter tout ce qui est alimentation déséquilibrée, tout ce qui est additif, la nourriture transformée, ultra transformée, l'usage d'antibiothérapie inadéquat et bien sûr éviter tout ce qui est additif alimentaire humidifiant. Et je vous remercie.